Bienvenue dans cette magnifique salle qui est tout à fait forte à propos pour parler de l'univers et de son harmonie. Et voilà, nous sommes ici avec deux astrophysiciens et un auteur-éditeur de bande dessinée pour répondre à plein de questions. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par harmonie de l'univers? Ça va être une grande question. Et en essayant de trouver une réponse, nous allons explorer l'espace-temps, partir à la rencontre des trous noirs, des ondes gravitationnelles, de la matière et de l'antimatière, passer des échelles cosmologiques aux échelles subatomiques. Bref, nous allons faire un grand voyage pour tenter d'y comprendre quelque chose, si tant est que l'univers nous soit compréhensible et si tant est que cette question ait même un sens. Pour nous accompagner dans ce vertigineux périple, je vous présente donc mes trois invités que j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir sur ce plateau. Alors, par ordre alphabétique, pour ne froisser personne, David Elbaz, à ma droite. Alors, vous êtes astrophysicien au CEA. Vous êtes aussi directeur de la rédaction du Journal européen d'astronomie, Astronomy and Astrophysics, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Et votre dernier ouvrage est une bande dessinée qui s'appelle Alma, voyage initiatique d'un astronome en Terre Inca. C'est vous l'astronome, j'imagine ? C'est une fiction. Il me ressemble un peu en moins gros. Il vous ressemble un peu en moins gros. Très bien, je cite. Paru aux éditions... C'est mon fils qui a remarqué ça. Alizio. C'est pas toi, ça? Il est pas aussi... il est charmant, votre fils, dites-moi. Il a quel âge? 23 ans. Ah oui, en plus. Bravo. Donc voilà, j'imagine qu'il est disponible à la librairie... Enfin, elle, puisque c'est une bande dessinée. Bruno Le Signe. Vous êtes au milieu, vous êtes écrivain, scénariste pour la télévision, on vous doit environ 70 téléfilms qui ont été diffusés, et vous êtes aussi scénariste pour la bande dessinée. Vous avez été éditeur de bande dessinée chez les Humanoïdes Associés entre 86 et 2022, ça fait combien d'années ça ? Beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est une belle carrière. Et votre dernière publication, c'est une bande dessinée en tant que scénariste et c'est une série sur le système solaire. Voilà, il y a déjà Mars et Jupiter qui sont sortis et Saturne qui vient tout juste de sortir. Et Antoine Petitot, tout à gauche. Vous êtes astrophysicien, comme David Elbaz, au département physique des particules du CEA IRFU. Vous vous intéressez à l'observation de l'univers avec les ondes gravitationnelles et à ce que ce nouveau messager va nous permettre de comprendre en astrophysique, en cosmologie et en physique fondamentale, rien que ça, et en particulier la compréhension des trous noirs et de l'histoire de l'univers. On va aller loin, pendant une heure. Et vous êtes co-responsable français de l'ISA, la grande mission spatiale de l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui observera les ondes gravitationnelles depuis l'espace, mais elles ne sont pas encore en orbite. Non. Pas encore. On a encore pour 10 ans. Voilà, c'est ça. Construction. C'est ça, elle est en construction. Alors, voilà, la première question s'adresse à vous trois. Comment vous définiriez l'harmonie de l'univers, tout simplement? David Elbaz, par exemple. Alors, la question de l'harmonie, elle est très ancienne parce que, par exemple, lorsque Kepler a écrit un livre qui s'appelle L'harmonie du monde, et ça, c'était en 1619. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'était la quête initiale qui est à l'origine de toute la science, en fait. C'est cette idée, ce présupposé qu'il y a une harmonie dans le monde. Par exemple, en Chine, on n'avait pas le présupposé que nécessairement on allait pouvoir trouver une harmonie mathématique dans le monde, parce qu'il faut supposer qu'il y a un grand architecte, un créateur, par exemple, qui va créer le monde. Donc, pour Kepler, il y avait cette idée-là. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il écrit ce livre en 1619, mais en 1609, c'est-à-dire 10 ans avant, il s'était rendu compte de quelque chose. C'était que pour expliquer le vrai monde, le vrai univers, il ne faut pas faire des cercles qui sont la forme la plus harmonieuse, mais des ellipses qui ont deux foyers, et le Soleil va être sur un des deux foyers et pas sur l'autre, donc des dissymétries. Et il va comprendre que pour expliquer la réalité, il faut des dissymétries. Malgré ça, il y a ce côté, cette quête qui était de Platon, d'Aristote, de Pythagore, de quand même vouloir forcer l'harmonie. Or, et je finis là-dessus, la science moderne, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est que tout ce qu'on voit dans le monde est né de brisures de l'harmonie, de dissymétrie. Sans dissymétrie, s'il y avait autant de matière et d'antimatière, tout serait lumière, on ne serait pas là. Il n'y a eu qu'une succession de dissymétrie, de désordre, etc. Donc l'émergence de la singularité, de la dissymétrie, la brisure de l'harmonie, c'est à la fois ce qui fait qu'on est là et la chose qu'on ne sait pas expliquer. Donc en fait, l'univers n'est pas harmonieux, mais tant mieux. Tant mieux, parce que sinon, ça serait mort, ça serait inerte, ça serait stérile. Et la cause ultime de cette brisure d'harmonie,
Eh bien, c'est un mystère encore aujourd'hui. Bon, bah voilà, merci beaucoup, vous pouvez repartir. Bruno Le Signe, comment vous définiriez l'harmonie de l'univers? Alors, moi, je vais vous faire une réponse de scénariste, en fait. Bah, bien entendu, vous êtes là pour ça. Et ce que vient de dire David m'intéresse beaucoup, parce que dans les scénarios, on utilise, ou on tourne autour des règles de ce qu'on appelle la dramaturgie, pour raconter une histoire. Et dans la dramaturgie, on nous apprend une chose très rapidement, c'est que ce qui génère une histoire, c'est le conflit, et pas du tout l'harmonie. De la même manière que l'univers, finalement, serait mort et inerte si nous étions dans l'harmonie, mais de la même manière, pour qu'une histoire puisse advenir, il faut aussi une brisure, il faut aussi une crise qu'on va résoudre, et il faut aussi, comme l'univers, passer d'un état à un autre. Et c'est vrai que dans le cas du système solaire, par exemple, on peut imaginer, en voyant cette mécanique céleste absolument sublime, avec ce soleil, ces géantes gazeuses, ces planètes rocheuses qui tournent dans un balai qui paraît idéal, et bien en fait, en explorant ce système solaire, on s'aperçoit qu'il est né dans la crise, il est né dans les explosions, dans le chaos, de la même manière que l'univers a démarré, croit-on, par un Big Bang. Et bien de la même manière, les systèmes solaires naissent de collisions, les planètes en tout cas, naissent de collisions, naissent de drames terribles. Et dans le système solaire, aujourd'hui encore, eh bien, il y a encore un tas d'événements comme ça. Donc si on regarde le système solaire un petit peu comme en coupe, comme une lamelle figée, un instantané, ça peut paraître merveilleux et harmonieux. Mais en fait, ce qu'on doit retenir aussi, c'est que ces systèmes sont aussi dans la crise, et de la même manière qu'il s'éteindra aussi dans un drame terrible qui est la fin du Soleil, et qui va carboniser tout ce qui est autour de lui. On a un petit peu de temps, hein. Voilà, 5 milliards d'années à peu près. Je parle sous votre contrôle, hein, à chaque fois que je dis. Ah, mais je croyais qu'on avait qu'une heure. Et par ailleurs, oui, dans l'histoire du système solaire, en plus, il y a eu des migrations de planètes. Enfin bon, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Absolument. Il y a, voilà, c'est quelque chose qui est aussi consécutif à des drames terribles, de la même manière que sur la planète Terre, des bombardements incessants de météorites qui sont arrivés à un résultat assez stupéfiant au final, qui est l'apparition de la vie, et peut-être même le fait même d'amener la vie sur Terre. Voilà. Donc je crois que pour moi, l'univers et la violence et le chaos sont extrêmement liés et définissent bien mieux l'univers que une notion d'harmonie. Bon, alors je suis très embêtée parce que vous avez répondu à la deuxième question que j'avais préparée pour vous. Mais c'est pas grave, je vais improviser. On gagne du temps. On gagne du temps. On en a du temps. Antoine, alors vous explorez l'espace-temps. Donc, est-ce que l'espace-temps est harmonieux? Donc, si on définit l'harmonie comme l'adaptation, l'adéquation des différents éléments d'un système pour fonctionner ensemble, c'est vrai que l'harmonie que l'on voit dans ce qu'on observe dans l'univers, c'est essentiellement, il n'y en a pas vraiment, c'est des phénomènes violents, c'est des chocs, c'est des supernovas, c'est des trous noirs qui fusionnent. Mais si après on voit l'harmonie au niveau du fonctionnement, au niveau c'est un peu aller dans l'autre sens comparé à ce qu'a expliqué David, c'est essayer de trouver l'harmonie entre les différentes lois de la physique. C'est un peu le Graal et l'objectif des physiciens et des astrophysiciens de réussir à faire que tout cela fonctionne ensemble, réussir à faire que l'infiniment petit, la physique quantique, le modèle standard fonctionne avec la relativité générale. Essayer de trouver, en fait, de remonter le processus de ces symétries, de ces brisures qu'il y a eu, et essayer de trouver les endroits où les choses sont en adéquation, de trouver un peu une théorie qui arrive à unifier tout ça. Donc, dans un sens, on cherche une harmonie entre les lois de la physique. Donc, je dirais qu'on peut trouver de l'harmonie dans l'univers sous ce sens-là. En tout cas, on peut la chercher.
On peut la chercher, et on la cherche. Et David Elbaz acquiesce, donc ça partirait pas en octogone tout de suite entre vous deux. C'est très bien. Juste me permet de rappeler que le modèle standard de la physique des particules, ça gère donc les particules, le monde vraiment de l'infini petit. Oui. Et la théorie de la relativité générale, ça gère tout ce qui est espace-temps, l'infiniment grand, la gravitation. Tout ça. Très bien. Alors, David Elbaz, dans votre livre « Les 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos », qui est paru chez Oldie Jacob en 2022, je crois, oui. Vous parlez alors de la danse du cosmos, vous. Voilà, c'est intéressant. Je vois une danseuse avec un tutu. Voilà, c'est pas exactement c'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça participe à cette harmonie de l'univers, cette danse du cosmos? On croit qu'on est assis dans une salle et qu'on bouge pas. En fait, on est tous en train de bouger à 800 000 km/h dans le tutu de la danseuse. En fait, là, nous, on est sur une planète qui tourne autour d'une étoile. Et l'ensemble tourne à 800 000 km/h autour du centre de la galaxie. Ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On résiste à l'effondrement. La seule action à distance qu'il y a dans l'univers, c'est la gravité. Les autres n'agissent pas. Pourquoi? Parce que l'univers est neutre, électriquement neutre. Si vous prenez une tonne de matière, vous mettez un électron, et une tonne de matière, vous mettez un électron, la répulsion des électrons est plus forte que l'attraction gravitationnelle. Heureusement, globalement, l'univers est neutre. Nous, on est neutre, on n'est pas électriquement chargé. Alors, maintenant, tout devrait tomber. L'univers devrait s'effondrer. Et ce qui fait que l'univers ne s'effondre pas, c'est le mouvement, c'est la dynamique, c'est la danse. Les électrons dansent autour des noyaux d'atomes, la Terre danse autour du Soleil, les nébuleuses dansent, les galaxies dansent, et elles dansent partout. Alors, vous allez me dire, oh, c'est anthropomorphique la danse. Mais en fait, c'est ce mouvement circulaire harmonieux dans lequel il y a une résistance à la gravité. En fait, quand on fait le calcul, et je pense qu'ici, la plupart des gens l'ont fait, levez la main, ceux qui l'ont fait, le calcul. Donc je vais dire une chose que tout le monde sait, à part 2-3, c'est que si vous faites le calcul, la vitesse à laquelle je viens de dire qu'on se déplace, 800 000 km/h, vous regardez la matière du disque de la galaxie qui tourne, ça résiste tellement à la gravité qu'il ne devrait pas naître une seule étoile dans l'univers, pas une. Et en fait, ce qui va faire que vont naître des étoiles dans l'univers, c'est des résonances. Alors quand on parle d'harmonie, c'est souvent, par exemple, la référence pour les Grecs, c'est la musique. C'est des résonances, des accords, des tierces, des quintes, etc. Eh ben, c'est grâce à ces résonances entre les étoiles, cette espèce d'harmonie d'accords qui vont créer des vagues. C'est ce qu'on appelle les ondes spirales, qui font les bras en spirale. Et quand cette vague passe, elle fait de l'écume. Et dans cette écume, mais vraiment de l'écume, nous on appelle ça des nébuleuses, mais c'est de l'écume où naissent les étoiles. Donc le Soleil, la Terre sont nés dans un truc comme ça. Et voilà. Donc cette danse du cosmos, c'est la clé pour tout comprendre. Et la question ensuite, c'est pourquoi ça danse ? Qu'est-ce qui fait que ça danse? Et ça, comprendre pourquoi les galaxies dansent, c'est une découverte qui vient d'être faite dans les dernières années et qui est en train d'être même bouleversée par les dernières observations du télescope spatial James Webb. Vous pouvez nous en dire plus parce que là vous avez... J'ai fait exprès pour gagner du temps. Attendez, alors, on a 47 minutes 17. Non, bah, on veut la réponse. Alors en 3 minutes. Non, mais vous connaissez la phrase « tous les fleuves vont à la mer », les disques galactiques, c'est comme de la mer. Et en fait, on s'est rendu compte que toute galaxie dans l'univers a assez de matière pour former des étoiles pendant 600 millions d'années. Or, il y a 10 milliards d'années, si les galaxies avaient formé leurs étoiles pendant 600 millions d'années, il y a à peu près 10 milliards d'années, serait née la dernière étoile de l'histoire de l'univers. Or, ce n'est pas le cas. Le Soleil, il est né il y a à peu près 4,56 milliards d'années. Et donc, en fait, la seule façon de comprendre tout ça, c'est que les galaxies reçoivent en permanence de la matière, et que cette matière, en fait, elle vient sous la forme de filaments qui les nourrissent et qui les font tourner. C'est une barbe à papa, en fait, une galaxie. Ah bon? Oui, alors oui, il y a ça, exactement, ou un moulin, etc. Ah oui, je préfère et donc, la barbe à papa. oui, ça c'est vrai, c'est pas mauvais la barbe à papa. Alors après, le problème, c'est que dans la barbe à papa, c'est un peu homogène. Là, ça fait, il y a grumeaux, voilà, il y a des grumeaux où vont naître les étoiles. Donc c'est ça l'idée, c'est que tout est interconnecté. Et le James Webb, ce qu'il a vu récemment, c'est que ça arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait dans l'histoire de l'univers. On voit 10 fois plus de galaxies et on les voit tourner beaucoup plus tôt. Donc ça veut dire que ce rôle de cette part-là est fondamental. Alors pourquoi j'en parle j'appelais ça la danse du cosmos dans le livre, c'est que
c'est que vraiment, cette dynamique-là, ça change toute notre vision. Avant, on pensait que les galaxies, c'était des univers-îles, on appelait ça, des trucs qui sont séparés les uns des autres. Et c'est comme lorsqu'on s'est rendu compte qu'un individu, en fait, s'il n'est pas considéré dans le cadre de sa famille, dans sa société, dans la relation à l'autre, dans son travail, etc., on ne pourra pas comprendre sa psychologie, bah, vous ne pouvez pas comprendre une galaxie si vous ne comprenez pas la sociologie de l'univers. Il faut le contexte. Il faut le contexte. Toujours. Très bien. Merci pour la réponse. Et je rappelle que le James Webb Télescope, il est en orbite autour de la Terre à quoi, 1,5 million, c'est ça, de kilomètres de nous. Et il a été lancé l'année dernière. Il a été lancé le 25 décembre 2021. Ah, oulala, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Le temps file. Le temps file. Et c'est parce que vous avez la première image est arrivée en juillet 2022, c'est pour ça que vous pensez. Oui, mais enfin, c'était pas l'année dernière quand même. Non, mais je dis n'importe quoi. Merci heureusement que vous êtes là pour me corriger. Bruno Le Signe, alors vous êtes scénariste, donc il faut que vous racontiez des histoires, et pour structurer un récit, effectivement, il faut du conflit, comme vous nous l'avez dit. Mais du coup, comment on structure un récit pour faire découvrir des planètes? Parce que votre dernière bande dessinée, c'est ça, c'est une bande dessinée par planète. Donc la première c'était Mars, ensuite Jupiter, puis Saturne qui vient de sortir. Mais en fait, vous vous positionnez pas juste devant la planète en disant bon bah voilà, Mars, il y fait moins 61 degrés de température moyenne à la surface. Enfin, il y a forcément une histoire qui est racontée autour. Comment vous avez fait? Alors oui, en fait, l'idée c'était de trouver un habillage fictionnel pour pouvoir faire passer des informations, pour pouvoir essayer de faire le tour d'une planète, de l'essentiel qu'on doit retenir, qu'on doit savoir sur chacune des planètes du système solaire, et pour ça de chercher en fait à divertir le lecteur par une fiction. Donc effectivement, il y a une part qui est totalement imaginaire. Il y a un vaisseau fabuleux avec un extraterrestre à son bord qui va nous permettre de faire le tour du système solaire, non pas en 80 jours, mais voilà, on a un petit peu plus de temps, mais en bien moins de temps qu'il en faudrait si nous partions aujourd'hui à bord d'un vaisseau de conception plus terrestre, et en fait avec des scientifiques qui seraient vraisemblablement morts de vieillesse avant la fin du voyage. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre le lecteur par la main et de lui faire visiter une à une les différentes planètes comme s'il pouvait y être physiquement. Donc, on a imaginé un vaisseau, on a imaginé un extraterrestre, on a imaginé une technologie tout à fait imaginaire et improbable aujourd'hui pour nous, qui va nous permettre de sauter de planète en planète avec le même équipage de terriens. Et donc là, effectivement, on est dans un type de récit tout à fait différent de la simple fiction, c'est-à-dire que l'aspect conflictuel est moins important. Il existe dans les marges du récit, parce que chacun de ces astronautes qui voyagent dans ce vaisseau, chacun a sa petite histoire, ils vont avoir des interactions entre eux, et puis il y a aussi le mystère de cet extraterrestre. Quel est son but ultime? On ne le sait pas bien, on va découvrir un certain nombre de choses au fil du voyage, mais disons qu'il y a une partie dans laquelle on nous raconte la planète comme un personnage, comme si c'était le personnage central de la bande dessinée. Oui, c'est ça, j'allais dire, en fait, vraiment, les planètes se transforment en vrais personnages. En personnages, absolument. Donc, parfois il y a un exposé, parce qu'en fait, chacun de ces scientifiques a une discipline différente. Il y a un planétologue, il y a une exobiologiste, etc. Donc, ils se racontent aussi les choses entre eux, ce qui permet au lecteur d'apprendre des choses au passage. Mais il y a aussi des péripéties, il y a aussi de l'action qui fait qu'on va apprendre des choses sur Mars en foulant le sol de Mars vraiment véritablement. On va essayer avec un vaisseau particulier, essayer de rentrer dans l'atmosphère de Jupiter et d'en ressortir évidemment avant d'être écrasé comme une crêpe, et voilà, et ainsi de suite. Donc un mélange de péripéties, un mélange de fiction, et bien sûr essentiellement au cœur de chaque livre, l'essentiel de ce qu'on doit savoir sur une planète, puisque effectivement aujourd'hui nous ne sommes plus simplement citoyens du monde, nous n'appartenons plus seulement à une famille, à une nation, à un continent, à une planète, on appartient aussi à un système solaire qui lui-même
appartient à une galaxie qui elle-même, etc. Donc notre but, c'était d'essayer de se tourner vers un large public et de leur dire, ben voilà comment sont les planètes autour de nous, voilà comment est la banlieue de la Terre, voilà comment certaines planètes sont en interaction aussi avec la Terre, comment l'ensemble du système solaire a aussi influé sur la Terre et comment les planètes ont influé entre elles, etc. D'essayer de raconter tout ça en se rendant accessible à un plus large public. Et puis pour les lecteurs qui ont envie d'approfondir, qui ont envie de rentrer un petit peu plus encore dans un peu plus de technicité, eh bien, il y a à la fin de chaque volume un cahier documentaire fait par des astronomes de l'Observatoire de Paris, qui sont ceux qui ont mis les scénarios que j'écrivais sous haute surveillance, et voilà, avec qui j'ai eu vraiment un grand plaisir de travailler. Et ils ont validé cette idée d'extraterrestre. Bravo. En fait, je pense les scientifiques sont beaucoup plus ouverts et bien moins étroits qu'on ne croit en général. Ils ont adoré l'idée de l'extraterrestre. Parfait. Et ils m'ont même parfois fait des suggestions en disant « Ah, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas faire ceci ou cela ?» Voilà, ils se sont pris au jeu. Ah bah super. Mais du coup, cet extraterrestre, sans divulgacher bien sûr, est-ce qu'il a plutôt un rôle de guide ou est-ce qu'il a plutôt un rôle de naïf qui découvre tout ou pas de ça du tout? C'est juste, il est là, il les prend par la main, les astronautes, et puis il les emmène d'un point à un autre. Alors, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur, d'accord. C'est le chauffeur du vaisseau, mais pas seulement. Il a aussi sa propre histoire. Il a aussi son agenda. Il a aussi des choses qu'il doit faire dans le système solaire. Et puis, il va présenter petit à petit, au fil des livres, c'est ce qu'on appelle une sous-intrigue en dramaturgie. Petit à petit, il va aussi poser son regard d'extraterrestre sur, finalement, sur ce que les hommes vont faire de leur planète, parce que en visitant certaines planètes aussi, on pose l'image de cette planète aussi en regard avec la Terre. Et par exemple, ça est très intéressant de se dire que Vénus, dans sa première période, finalement, était très proche de la Terre, de la première Terre, et que les deux ont eu des destins très différents. L'une est devenue une véritable fournaise régie par l'effet de serre. 450 degrés sur la planète. Donc même un gâteau, il crame. Et l'autre est devenu un berceau merveilleux pour la vie. Et pourtant, ces deux planètes se ressemblent ou se ressemblaient énormément au départ. Et donc, c'est aussi pour poser un petit peu la question, regardez Vénus et qu'est-ce que vous allez faire de la Terre, vous les hommes? On espère qu'on n'ira pas jusque-là. Antoine Petitot, alors c'est vrai que jusqu'ici, dans l'histoire de l'astronomie, tout ce qu'on sait de l'univers, on le sait grâce à la lumière qui nous parvient et les instruments qu'on utilise pour capter cette lumière. Mais depuis plusieurs années, il y a ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, dont on utilise d'autres sources, comme par exemple les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont déjà les ondes gravitationnelles et en quoi, qu'est-ce qu'elles nous permettent de voir ce que la lumière ne peut pas nous apporter? Donc, les ondes gravitationnelles sont des déformations de l'espace-temps. Alors, c'est une conséquence directe de la relativité générale d'Einstein. Einstein a un peu transformé la gravitation en disant que la gravitation n'était pas vraiment une force, mais c'est plus le fait qu'une masse déforme l'espace. Et les autres objets se déplacent dans cet espace déformé. Si on a deux objets très attachés à l'espace et qui tournent l'un autour de l'autre, ils vont faire vibrer cet espace. Si on a un mouvement de masse, on va faire vibrer l'espace. Et c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Donc on va utiliser ces vibrations de l'espace comme messagers. Tout le monde là est en train de vibrer par des trous noirs qui sont en train de fusionner à l'autre bout de l'univers. Forcément, ces déformations sont vraiment petites. L'espace est extrêmement rigide. Donc on va essayer le principe de l'astronomie des ondes gravitationnelles, c'est de détecter ces infimes déformations de l'espace et d'observer l'univers avec ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'Elisa, qui était Elisa, oui, Elisa, pardon, excusez-moi. Lisa. Elisa, c'était quand on avait perdu un morceau du triangle. Ah oui, d'accord, c'était ça. Mais il y avait une mission avant Lisa pour tester le concept, c'est ça? Lisa Pathfinder. C'était Lisa Pathfinder, excusez-moi. Donc, les ondes gravitationnelles, c'est un concept qui a souvent Einstein a dit après avoir trouvé la relativité générale. Les ondes gravitationnelles sont quelque chose qui arrivait très rapidement. Donc ça sortait naturellement des calculs. Par contre, on s'est dit, mais on ne les détectera jamais. 100 ans après, on a réussi à les détecter, et maintenant on en détecte à peu près, on détecte des trous noirs qui fusionnent 1 à 2 par semaine. C'est les instruments qui sont au sol, LIGO et Virgo. Et on détecte des petits trous noirs. Enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est des petits trous noirs, ils font 10 à 30 fois la masse du Soleil, qui fusionnent l'un avec l'autre. Donc c'est assez petit. Ce qui nous intéresse dans le projet LISA, c'est d'aller chercher une gamme de fréquences différentes, c'est-à-dire des oscillations plus lentes. Les oscillations de l'espace à laquelle on va être sensible, c'est des fluctuations de l'ordre de la journée à la seconde. Et c'est les objets qui créent ces oscillations, c'est des trous noirs supermassifs un peu partout dans l'univers. Donc là, supermassif, on est à des millions de fois, voire des milliards de fois la masse du Soleil. C'est des objets vraiment énormes. On sait qu'ils existent au centre de notre galaxie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Event Horizon Telescope qui a pris une sorte de photo du trou noir de la galaxie. Ces trous noirs, ils existent. La question n'est pas de savoir est-ce que les trous noirs existent ou pas. C'est combien il y en a, où est-ce qu'ils sont et surtout comment ils se sont formés. James Webb, encore lui, a permis d'observer des trous noirs très très loin, des trous noirs très très lourds et très très loin dans l'univers. Et on a un peu un problème sur comprendre d'où viennent ces trous noirs. C'est extrêmement difficile de partir d'un trou noir qui s'est formé avec la masse d'une étoile et de le faire grossir jusqu'à obtenir des trous noirs tels que l'on les voit aujourd'hui. Donc c'est une des choses que LISA nous permettrait de faire. C'est aussi de comprendre le concept, d'essayer de mieux comprendre ce que sont les trous noirs. Les trous noirs, d'après la relativité générale, c'est une singularité. Une singularité, c'est toute la matière en un point. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les lois de la physique? Que veut dire cet horizon, cette limite du trou noir à partir de laquelle l'information ne passe plus? Donc l'objectif, c'est en regardant avec une très grande précision des trous noirs qui se fusionnent, de mieux comprendre ça. Donc en fait, on ne peut voir que des trous noirs avec les ondes gravitationnelles? Non, on peut voir beaucoup d'autres choses. On peut voir, en fait, pour avoir une émission d'ondes gravitationnelles suffisante pour être détectée, il faut des objets qui soient massifs et denses et qui aillent assez vite. Donc on peut voir des étoiles à neutrons, c'est-à-dire c'est typiquement un objet qui a la taille de la Terre, une sphère de 10 km et la masse du Soleil. On peut voir des naines blanches. Des naines blanches, c'est des étoiles anciennes qui n'ont plus de gaz, qui font la taille de la Terre, la masse du Soleil et qui tournent tranquillement l'une autour de l'autre. Donc avec LISA, on pourra cartographier la Voie lactée avec les observations de binaires de naines blanches. On pourra voir des trous noirs supermassifs qui fusionnent un peu partout dans l'univers. On pourra voir des petits trous noirs tourner autour des gros trous noirs. C'est des objets extrêmement intéressants parce qu'ils cartographient la gravité autour du trou noir et permettent de la comprendre. Par contre, c'est très compliqué à calculer. Si je peux ajouter une chose, c'est que bien sûr, avec plaisir. Entre le moment où LISA a été imaginé et aujourd'hui, le sujet est devenu de plus en plus intéressant parce que sur ces trous noirs supermassifs, ce que voit le James Webb justement, c'est une énigme. C'est quand on a vu ce qu'on appelle l'aube de l'univers, c'est-à-dire la naissance des premières galaxies, des premières étoiles, et ce qu'on n'attendait pas du tout, c'est que dans ces premières galaxies, on trouve ces trous noirs supermassifs qui font 1 milliard de fois la masse du Soleil. L'horizon, c'est à peu près la même chose en kilomètres, donc 1 milliard de kilomètres. Et on ne comprend pas comment ils sont nés. On ne comprend pas comment ils sont nés. Personne ne sait expliquer comment il y en a une telle abondance. Et donc, aussitôt, en fait. Aussitôt, c'est-à-dire que le James Webb, voilà, le James Webb voulait répondre à la question qui est né en premier, l'étoile ou la galaxie. Il semble que ce soit le trou noir. Et alors, qu'on en fasse un par-ci par-là, c'est une chose. Mais qu'il y en ait une telle abondance, ça c'est compliqué. Et donc maintenant, mes collègues qui travaillent par exemple sur la théorie de la formation des trous noirs, eux disent, ils sont nés de manière spontanée. C'est-à-dire que vous formez un trou noir, paf, d'un coup. Et qui va faire 100 000 fois la masse du Soleil, ou un truc comme ça, puis qui va grossir. Et donc LISA, par rapport à ça, c'est extrêmement intéressant parce que
Lisa avait été prévue avant, mais maintenant on a une nouvelle question à laquelle on ne sait pas répondre et où on se dit tiens, ça serait bien d'avoir ça. C'est comme le James Webb où quand il a été conçu, on ne savait pas qu'il y avait d'autres planètes. Puis on a découvert d'autres planètes et maintenant il explore l'atmosphère d'autres planètes pour voir quelle est la météo, s'il y a des molécules, etc. Il a cette capacité-là, mais on ne savait pas à l'avance. Donc en fait, avec les découvertes qui se font, un observatoire comme ça devient de plus en plus intéressant parce qu'il y a toute la part d'inconnu qu'on découvre. Et en fait, quand on offre un observatoire comme ça à la communauté, on voit le nombre d'idées. Enfin, moi, je travaille aussi un peu sur l'analyse des données. On voit le nombre d'idées. Ah, vous aurez aussi peut-être aussi cette source-là, cette source-là, cette source-là. Bon, ce qui devient de plus en plus compliqué pour extraire le signal, mais de plus en plus intéressant. On a aussi quelque chose qui est alors un peu plus spéculatif, c'est le bouillonnement de l'univers primordial. C'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de physiciens, en particulier les physiciens des particules, parce que ce bouillonnement nous renseignerait sur la physique des particules. C'est-à-dire que juste après le Big Bang, l'univers, le Big Bang, on a une énorme libération d'énergie, la matière se crée et l'univers se dilate, se refroidit, et on a des transitions de phase, comme de l'eau qui passe de la phase liquide à la phase gazeuse. Et si cette transition de phase est faite de manière violente, comme l'eau qui bout dans la casserole, ça fait des bulles, et les bulles qui collisionnent, ça émet des ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles, elles auraient été émises quelques secondes, quelques minutes après le Big Bang. Donc là, on arrive à accéder à des moments qui sont tout près du Big Bang. Et à obtenir des informations sur ces moments-là, ça permet de comprendre déjà peut-être mieux ce que c'est que le Big Bang, aussi de mieux comprendre la physique dans des conditions extrêmes. Parce que jusqu'à présent, la seule information que l'on a, l'information la plus ancienne que l'on a, c'est le fond diffus cosmologique, le moment où l'univers s'est dilaté suffisamment pour que les photons réussissent à ne plus taper dans des atomes partout et à sortir et à être plus libres. Et donc là, on obtiendrait de nouvelles informations. Donc c'est vraiment complémentaire de l'astronomie, c'est de l'astronomie faite avec les rayonnements électromagnétiques ou avec les autres messagers. C'est un peu ajouter, alors j'aime faire attention avec l'analogie, mais ajouter le son sur l'image que l'on avait jusqu'à présent. Oui, mais du coup, on n'a plus ce mur du fond diffus cosmologique, on peut vraiment sonder. On voit derrière. Oui, voilà, on voit derrière. Ok. Est-ce que ça permettra aussi de mieux comprendre la relativité générale et la gravitation ? C'est ce qu'on espère. On a ces deux grandes lois qui sont le modèle standard de la physique des particules, comme on l'a dit tout à l'heure, et la relativité générale, qui ne sont pas compatibles, qui n'arrivent pas à s'unifier. Les théoriciens travaillent beaucoup dessus, ont beaucoup d'idées. Moi, il y a des fois, je dis qu'il y a presque une idée par théoricien sur la façon de réunifier les deux. Et donc, un trou noir et ce Big Bang, c'est deux endroits extrêmes qui permettent d'aller chercher plus loin. On va chercher à savoir où est-ce que la gravité, où est-ce que la relativité générale ne fonctionne plus exactement comme on l'a prédit. On cherche les endroits où il y a des failles qui vont nous donner la direction pour mieux comprendre ce qu'on n'arrive pas encore à comprendre aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres mystères qui restent, qui sont la notion de matière noire, la notion d'énergie noire. C'est encore d'autres choses qui sont intrigantes et qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc il y a encore beaucoup de choses à comprendre et beaucoup, je dirais, d'harmonie à trouver dans tout ça. Bah merci, la transition est toute trouvée. Vous l'avez faite pour moi, c'est merveilleux. Vous êtes formidable. Donc oui, il y a pas mal de failles encore et de mystères à résoudre dans l'univers. Il nous résiste, cet univers. Enfin, il vous résiste, à vous, scientifiques. Donc il y a la constante de Hubble qui pose problème en ce moment. Il y a cette histoire d'énergie noire, de matière noire, dont on ne sait pas ce que c'est vraiment. Il y a la singularité des trous noirs. Et dans votre BD, Alma, donc la dernière qui vient de sortir, David Elbaz, vous parlez aussi d'une autre composante sombre que les spécialistes appellent les baryons noirs, à ne pas confondre avec la série de Canal+. Donc ça fait beaucoup de noirceur quand même. Oui, en fait, c'est ce qu'on disait. Le thème de notre discussion, c'est l'harmonie. Et ce qu'on a dit au début, c'est que, justement, l'univers se manifeste par des écarts à l'harmonie, des singularités, des brisures. C'est d'ailleurs ce qui va faire qu'on va s'intéresser à une histoire, qu'on va s'intéresser à un personnage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous prenez votre visage, vous mettez 2 fois votre côté gauche
Et c'est monstrueux. Et c'est monstrueux, vous devenez moche alors qu'on est tous beaux. À part... mais donc... et donc ça, c'est ça qu'on cherche en fait. Il y a toujours quelque chose de caché. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, dans l'histoire Alma, pourquoi l'exercice de la fiction, c'est que en fait, c'est toujours, quand on fait de la recherche, quand on cherche à répondre à des questions comme ça, on est un peu comme un aventurier qui est face à l'inconnu. Donc là, en l'occurrence, c'est un astrophysicien qui essaie d'avoir accès au temps sur Alma, le plus grand télescope du monde, et puis il n'y arrive pas, il n'en peut plus, il y va. Mais c'est au Chili, hein. C'est au Chili, dans le désert d'Atacama, là où le ciel est le plus pur, où on voit les étoiles comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais c'est aussi le lieu où vivent une tradition des Indiens qui s'appellent les Atacameños, qui vivent dans le désert d'Atacama et qui ont une autre vision sur le ciel. Et donc, lui va aller là-bas et il va perdre connaissance, il va être récupéré par les Indiens et ça va être la confrontation entre ces deux regards sur le ciel. Et finalement, quand on est dans notre fragilité face à l'infini, c'est là où peut émerger quelque chose de nouveau. Et par exemple, pour nous, la matière noire, c'est pas un problème. Pour nous, la matière noire, c'est notre façon à nous de nommer. On avance tellement dans la connaissance. Juste, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la matière noire? Non, justement. Il va falloir que je m'y colle, c'est ça? J'en ai plein d'autres. Sinon, je serais prix Nobel. Ah, c'est vrai, ça, et pourquoi pas? Alors, non, on dit matière noire. En fait, la vraie, on aurait pu dire, je sais pas, mais ça s'écrit en anglais, ça se dit pas pareil, etc. Donc, on dit matière noire. Non, en fait, justement, aujourd'hui, je disais, on se déplace à 800 000 km/h autour du centre de la Voie lactée. À cette vitesse-là, si on regarde l'attraction gravitationnelle qu'exerce sur nous la matière visible, faite d'étoiles, de gaz dans notre galaxie, on a assez de vitesse pour partir comme une fusée qui quitterait la Terre. Donc on devrait être parti depuis longtemps. Si on n'est pas parti, c'est qu'il y a une attraction, quelque chose de plus, un supplément de gravité. Et comme ce supplément de gravité est causé par quelque chose qui ne fait pas de lumière, alors on dit que c'est de la matière noire. Mais le problème, c'est que on l'a toujours pas trouvé, cette matière noire. Donc ça reste une énigme. Et alors justement, dans la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que tout bouge, comme je disais, du fait de la gravité. Et donc, grâce à la gravité, on déduit l'existence de choses. Par exemple, je dis, on bouge trop vite, donc il y a un excédent de gravité, donc il y a de la matière noire. Après, on regarde les galaxies. Elles se repoussent. Donc il y a un autre effet de gravité, peut-être même d'antigravité, alors on va dire énergie noire, etc. Mais à chaque fois, la chose qu'on ne voit pas, on la déduit de la gravité. Comme avec les ondes gravitationnelles, on va déduire des trous noirs qui collisionnent. Et toute la question, c'est cette partie cachée. Et dans cette autre forme de matière invisible, il y a ce qu'on appelle... On appelle ça les baryons noirs, parce que les baryons, c'est le nom qu'on donne aux atomes. On pourrait l'appeler la matière blanche. Vous savez, on a de la matière grise dans le cerveau, et puis tout est interconnecté par... Pas tout le monde, cela dit. Hein. Non, c'est vrai. Là-bas, il y a... et donc, on a de la matière grise, et puis c'est interconnecté par la matière blanche, qui est le volume intérieur. Bon. Et ben, dans l'univers, 90% des atomes servent à interconnecter les galaxies, ne sont pas dans les galaxies. Et c'est exactement la même chose que dans le désert. Quand vous avez une oasis, elle naît du fait qu'il y a une nappe phréatique, qu'il y a de l'eau et quelque chose qu'on ne voit pas. Quand je suis allé dans le désert d'Atacama il y a assez longtemps et que j'ai rencontré donc, ces Indiens, à un moment donné, l'un d'eux m'a dit « Ici, il n'y a rien, mais en même temps, il y a tout ». Quand il m'a dit cette phrase, j'ai trouvé que c'était très beau, mais j'ai rien compris. Et puis des années après, j'ai découvert que aujourd'hui, pour sauver la planète, on a besoin de faire des voitures électriques et on a besoin de lithium et de cuivre. Et ben, les plus grands gisements de lithium et de cuivre sont sous le désert d'Atacama, là où ils vivent. Et qu'on utilise la nappe phréatique, qui est leur réserve d'eau, on puise ça, on leur enlève toute l'eau, et donc on fait qu'ils ne pourront plus vivre là où il y a tout. L'avenir de la planète est là. Pourtant, c'est le désert, il n'y a rien. Et ben nous, dans l'univers, dans ce désert-là, qui est l'univers, on se rend compte qu'il y a une nappe phréatique cosmique. C'est-à-dire qu'il y a un invisible qui nourrit les galaxies. Tout est interconnecté, contrairement à ce qu'on pensait. Et donc, ça, c'est là où tous les regards se tournent aujourd'hui, et c'est peut-être là où on peut comprendre justement comment sont nés les premiers trous noirs, comment sont nées les premières galaxies. Les théories qui sont en train d'être développées aujourd'hui montrent que si on n'arrivait pas à faire tout ça avant, c'est peut-être parce qu'on ne prenait pas assez bien en compte tout ça. Et puis, dans le désert, il y a des mirages.
Et donc je finis là-dessus. Vous voyez un lac, vous vous approchez, il n'y a rien. Question, la matière noire est-elle un mirage? J'ai pas la réponse. Sinon, vous auriez le prix Nobel. Alors, des anti-découvertes, c'est pas évident d'avoir un prix Nobel en disant... Ouais. C'est pas faux. J'aurais un anti-prix Nobel. Bruno Le Signe, je vais finir avec vous avant de poser la question la même question à vous trois. Vous écrivez aussi des romans, vous avez aussi écrit des bandes dessinées, mais en tant qu'auteur, en fait, pourquoi vous êtes intéressé à la science-fiction, à tout ce qui tourne autour de l'univers, de l'espace, d'où ça vous vient en fait, pourquoi? En fait, plutôt qu'un autre sujet. La science-fiction, ça a été un choc thématique. Quand j'ai découvert ce genre, quand j'étais adolescent, voilà, c'est une telle plongée dans l'imaginaire, dans les possibles, que voilà, quand on découvre ce genre, on peut ressentir un choc, et ce choc, ça a été un petit peu mon Big Bang, et je suis toujours porté par la même onde gravitationnelle que celle qui s'est déclenchée à ce moment-là. Ça, c'est un auteur. Il a repris tous les termes de la table ronde, bravo. Il surfe. Voilà. Alors après, en France, la tradition de la science-fiction, c'est plutôt une tradition très littéraire, contrairement à la science-fiction telle qu'elle est née et telle qu'elle s'est développée dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis. On sait que la science-fiction est née dans les pages de magazines de vulgarisation scientifique, et que voilà, beaucoup d'auteurs de science-fiction dans les années 30 et plus tard sont aussi des scientifiques ou des ingénieurs. En France, c'est très différent. Les auteurs viennent beaucoup plus de voilà, on va dire des gens lettrés, plus de la littérature. J'ai pas compris là. Ils viennent plus des gens lettrés que des gens comme nous. Oui, absolument. Ah, faut vous épauler. Mais c'est en train de changer. Non, mais c'est en train de changer. Eh oui. Ça se clash. Vous avez des pop-corn. Il nous reste 20 minutes. L'autre fois, j'ai vu un scientifique, il avait même lu un livre. Alors, et j'en connais même qui en écrivent. Mais il n'avait pas fait exprès. Incroyable. Absolument. Et il commence à écrire de la science-fiction, mais jusque-là, c'est vrai que il y avait un petit peu une cloison quand même entre fiction et science, et plus encore entre science-fiction et science. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le monde anglo-saxon. C'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours eu à cœur d'avoir pas seulement une culture littéraire, mais aussi une culture scientifique. Donc ça m'a toujours accompagné. J'ai toujours été fasciné par les théories scientifiques et par la science. Et en fait, la série Système solaire, pour moi, ça a été vraiment une occasion de pouvoir faire se rejoindre les deux. Je trouve que, par exemple, la programmation des tables rondes et des conférences qu'il y a cette année aux Utopiales font, comme jamais, une part plus grande à la science. Et personnellement, je m'en réjouis. J'ai longtemps déploré que les écrivains de science-fiction en France manquent totalement de culture scientifique. Ça me désolait. Voilà. Maintenant, je vois que ça change, c'est en train de changer. Et bien entendu, ce qui est tout aussi plaisant, les scientifiques viennent aussi à la fiction. Parce que ces cloisons, qui étaient jusque-là quand même assez étanches, se sont ramollies et maintenant, comme dans l'univers global, tout s'interpénètre. Bravo, je suis très impressionnée. Alors, la dernière question est corporate. Alors, quand on m'a assigné l'animation de cette table ronde, j'ai lu avec un peu de circonspection, je vous l'avoue, la dernière phrase du pitch. L'univers est-il en paix? Je ne sais pas. Quelle est votre réponse, David? J'espère pas. Ah bah voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de ce qu'on appelle la paix, mais par exemple, pour nous, l'état de repos, par exemple, qu'on pourrait associer à une forme de paix, c'est d'être en mouvement constant. Et le mouvement, pour nous, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. D'ailleurs,
aucun scientifique n'est capable de vous dire ce que serait le monde à l'arrêt, puisqu'il faudrait avoir un référentiel absolu qu'on n'a pas, puis on serait à l'arrêt par rapport à ça. En fait, même la matière elle-même est définie par du mouvement, le spin ou des choses comme ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un mouvement permanent, un changement permanent, une transformation permanente, il n'y a rien. Et donc et d'autre part, le fait que je respire là maintenant vient d'une affinité qu'il y a entre l'atome de fer et l'atome d'oxygène, parce que le fer, il a 26 électrons, il en a 2 qu'il aime bien partager avec l'oxygène, et cette affinité fait qu'au moment où je parle, il y a de l'oxygène qui vient là, qui va dans les poumons, et puis comme c'est une affinité mais pas trop forte, il le libère, et puis je peux respirer. Ce fer qui fait la différence entre l'hémoglobine et comment dire et ce qui fait qu'une plante peut respirer elle-même, c'est la différence. Cet atome de fer, c'est lui qui vient d'une explosion d'une étoile. Ça n'est que dans une explosion. Donc s'il n'y avait pas d'explosion en permanence dans l'univers, il n'y aurait pas de fer, on ne pourrait pas respirer. Et donc, il y a des explosions en permanence, il y a du cannibalisme galactique, les galaxies s'entrebouffent, il y a des mariages de galaxies qui donnent naissance à des bébés galaxies, il y a du harcèlement cosmique. Voilà autre chose. Il y a du harcèlement cosmique. Je ne dis pas ça parce que c'est aujourd'hui, 1996, Nature, Moore et al., M-O-O-R-E, à pas confondre avec Roger Moore, ça n'a rien à voir, c'est pas James Bond. Harcèlement cosmique, c'est comme ça qu'on explique le fait que lorsqu'une galaxie se trimballe dans l'univers tranquille et qu'elle rencontre un gang de galaxies, elle se fait dépouiller. C'est écrit dans Nature. Ça s'appelle du harcèlement cosmique. Vous allez à une conférence, le type il parle sérieusement, il dit oui, alors cette galaxie a vécu du harcèlement à cause de tout cela, etc. Et c'est scientifique. Et puis après, il l'écrit mathématiquement. Donc voilà, il n'y a pas de paix. En tout cas, c'est une manière imagée de nous faire comprendre ces phénomènes sur lesquels on projette quand même un petit peu nos propres catégories. Parce que ah bon, vous croyez le MeToo des galaxies, là, on n'avait pas vu. Voilà. Mais, hein, Non, mais vous ne regarderez plus jamais l'univers de la même manière. Justement, Bruno Le Signe, est-ce que vous pensez que l'univers est en paix ? Non, pareil, hein, je dis la même chose. La paix, ça ne fait pas de bonnes histoires. Antoine Petitot ? Oui, c'est dur de dire que l'univers est en paix quand on voit un peu la violence des phénomènes et tout ce qui se passe. L'univers, si on assimile la paix à quelque chose d'inerte, c'est absolument pas ce qu'on voit. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, on a le Big Bang, cette évolution de l'univers, en fait, qui grossit, dont le grossissement s'accélère même en ce moment. Les ondes gravitationnelles qu'on utilise, elles sont créées parce qu'on a des mouvements de masse, et on a des mouvements de masse continuels dans l'univers. Et en plus, elles nous traversent en permanence. Les ondes gravitationnelles, oui. Oui. Et les trous noirs, non. On ne serait pas là pour en parler. Ou alors nous sommes à l'intérieur d'un trou noir, mais c'est une vraie question aussi. Mais on ne va pas la poser ici. Et il y a toute c'est un nouveau pan de l'astronomie qui est de l'astronomie qui n'est pas du tout, qui n'étudie pas du tout les phénomènes en paix. On n'est plus sur quelque chose de statique que l'on observe et on regarde et ça ne bouge pas. C'est l'astronomie transitoire. On a des flashs radio qui nous arrivent de je ne sais où. On n'a pas encore tout à fait compris d'où ça vient. On a ces phénomènes, des mouvements d'étoiles dans la galaxie. On ne regarde plus la galaxie comme, ok, c'est un bras, mais c'est cette espèce de spirale qui tourne. Mais on a aussi des mouvements d'étoiles dans la galaxie. Lorsque deux trous noirs fusionnent, celui qui résulte, boum, il reçoit un kick et il est en train de peut-être se sortir de la galaxie. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvements, et si on dit que la paix, c'est quelque chose de statique qui ne bouge pas. Non, l'univers n'est pas du tout en paix. La réponse est non, définitivement. Si vous avez des questions, mes trois invités sont à votre disposition pour y répondre. Et normalement, un micro passe. Levez bien la main si vous avez des questions. Oui, il y a une. Alors, au milieu, je ne sais pas où sont les personnes. Ah, oui, et voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever quand vous avez le micro, qu'on puisse vous voir ? Ah, super. Donc moi, ma question, c'était par rapport à ce que David Elbaz a dit au début de la conférence. Vous aviez dit qu'il y avait de la matière qui était apportée au niveau des galaxies. Et est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'elle provient, cette matière ? Oui, en fait,
on a des moyens de savoir que 90% de la matière faite d'atomes comme nous n'est pas dans les galaxies. Alors, une des méthodes, c'est la suivante. C'est que pendant les premières minutes de l'univers, tout était fait de protons, et les protons ont fusionné pour faire, donc ça c'est le noyau de l'atome d'hydrogène, pour faire de l'hélium. Et donc, s'il y avait eu 10 fois plus de protons, il y aurait eu plus de conversion d'hydrogène en hélium. S'il y en avait eu 10 fois moins, il y en aurait eu moins. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un quart de l'hydrogène qui est devenu de l'hélium pendant les premières minutes de l'univers. Et donc on sait à peu près combien il y avait de protons dans un volume donné. Et quand on compare ça avec ce qu'on voit dans les galaxies contiennent 10% de ça. Donc ça, c'est une première façon. Et la deuxième façon, c'est la technique du fou qui cherche sa clé. Alors je peux le raconter ici, je ne peux pas le raconter dans mon institut. Pourquoi? Parce que mon institut, c'est sa clé. Et comme les gens ont du mal à le trouver, quand je dis l'histoire du fou qui cherche sa clé, ils me disent ne m'en parle pas, j'ai pas réussi à trouver, je pars Gif-sur-Yvette, je suis arrivé à Bure-sur-Yvette, après il y a eu la Laquinière, je trouve pas sa clé. Et donc la blague tombe à chaque fois à plat. Donc c'est l'histoire du fou qui cherche sa clé, et qui, voilà, c'est un type qui cherche sa clé sous un lampadaire. Un type passe à côté, lui dit qu'est-ce que vous faites? Je cherche ma clé. Est-ce que vous l'avez perdue sous le lampadaire? Il fait non, mais c'est là qu'il y a de la lumière. Dans l'univers, il y a de la lumière, c'est les quasars. Et il passe à travers l'espace vide et de temps en temps, c'est absorbé par de la matière intergalactique. Et comme ça, on retrouve la même quantité. Donc on sait qu'on est entouré d'une nappe phréatique d'atomes qui n'attendent qu'à nourrir les galaxies. Et donc c'est pour ça qu'on sait que pendant des milliards et des milliards d'années, de nouvelles planètes vont naître encore dans l'univers. La plupart des planètes ne sont pas encore nées. D'accord, merci. On arrive aussi à voir, si je peux me permettre, de la matière par... je reviens sur mon truc, la déformation de l'espace-temps, parce que la matière qui est concentrée à certains endroits, même si on ne la voit pas, si elle n'émet pas de lumière, on arrive à voir la lumière qui vient de choses qui sont derrière déviée par quelque chose qui est au milieu. Et donc on arrive à mesurer, à savoir qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui est là, puisque la trajectoire des photons n'est pas droite. C'est les lentilles gravitationnelles. Oui. C'est ça. Madame, je crois que c'est vous qui avez le micro. Oui, bonjour. J'aimerais connaître votre position sur l'interconnectivité, notamment la théorie comme quoi il y aurait une connexion au niveau des particules et au niveau de l'univers. Je pense notamment à des répétitions de motifs. On a pu voir que la division cellulaire ressemblait justement à des motifs que dans la mort d'une étoile. Voilà, la théorie des trous de verre même. Moi, je peux dire juste un mot, c'est que, en fait, tous ces processus d'analogie, ils sont très nourrissants pour souvent quand on cherche à avoir des idées nouvelles, des pistes nouvelles. On s'aperçoit un grand nombre de découvertes scientifiques se nourrissent de ces analogies. Après, je ne pourrais pas aller plus loin personnellement pour la réponse, parce que pour nous, après, il nous faut des années et des années de travail pour tester si une analogie est féconde et va amener à une explication de quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il y a plein d'analogies qui peuvent sembler parlantes et qui peuvent être stériles. Et puis après, le problème auquel on est confronté, nous, c'est l'abondance de théories, d'analogies et de gens. Moi, je reçois tous les jours des gens qui ont des théories où ils pensent que ça va expliquer des choses. Et effectivement, ça explique plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il suffit que ça ne colle pas à un endroit pour qu'on rejette le tout. Et donc, les gens ont du mal à percevoir ça. C'est-à-dire qu'une analogie, elle a son pouvoir fertile jusqu'à une limite. Mais on ne peut pas y croire. Voilà. Donc, toutes ces analogies-là sont intéressantes, mais à prendre avec des pincettes. Oui, je suis tout à fait d'accord. La prochaine question, je ne sais pas qui a le micro. Monsieur. Oui, bonjour. Par rapport à la question sur la paix, vous avez tous dit que si on considérait la paix comme quelque chose de stable ou de calme, de sans bruit, mais qui ne bougeait pas, d'inerte, mais si on considère ça comme de l'harmonie ou quelque chose de positif, de vertueux, dans ce cadre-là, quelle serait votre réponse? Ou de beau? Oui, de beau aussi. Ouais. En fait, c'est une notion assez subjective de définir quelque chose de positif et d'appliquer ça sur des observations d'objets que l'on voit dans l'espace. C'est pas tellement facile.
c'est un peu plaquer des concepts que l'on a dans les sociétés humaines sur une sorte de société qui existerait dans l'univers. Mais c'est un peu compliqué de faire le parallèle. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Et je dirais aussi par rapport à la beauté, l'académicien François Cheng a dit, il a écrit l'univers est beau, et pourtant il aurait pu ne pas être beau. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il appelle beau? Parce qu'il n'y a pas une définition objective de la beauté. Et ensuite, plus loin, il dit, la beauté, c'est l'expression de la singularité, de la complexité. Et donc c'est là où on touche à quelque chose qui n'est pas évident pour les scientifiques, c'est que, et c'est ce qui fait qu'on a eu beaucoup de mal à développer la science et à penser qu'il existait des principes abstraits qui puissent être universels. Parce que il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui ont le même visage, et pourtant, on est tous des êtres humains. Il n'y a pas deux galaxies qui se ressemblent, et pourtant, elles sont toutes soumises à des principes invisibles, éternels, qui sont les mêmes. Et donc, et ce qui fait qu'on voit qu'on voit de la beauté, alors, subjectivement, c'est la singularité. Donc, par rapport à la beauté, moi j'ai envie de dire que ça pose la question de la singularité. Est-ce qu'on doit réduire le fait que l'univers soit en changement permanent à l'idée qu'il n'est pas en paix? Non, pour nous c'est un raccourci, c'est-à-dire qu'on s'est dit si la paix c'était le repos absolu, voilà, et à ce moment-là c'est la mort en quelque sorte. Mais un être peut être, par exemple, en paix tout en étant en mouvement, etc. Et donc, comment peut-on plaquer le concept de paix dans l'univers? Ça serait, par exemple, un univers qui répond à sa propension, par exemple, à ce vers quoi il tend. Donc, on peut se demander, est-ce que l'univers est en paix avec lui-même? On pourrait se dire, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il suit des tendances, etc. Et on s'aperçoit que depuis le début de l'histoire de l'univers, il s'est structuré. Il a fait des atomes, il a fait des molécules, il a fait des galaxies, il a fait des planètes, et de plus en plus. Donc, sous cet autre angle-là, qui est celui de la transformation, on peut dire qu'il est quelque part en accord avec lui-même, en harmonie avec lui-même, puisque ça passe. Et donc là, oui, vous pouvez le dire. Y a-t-il une dernière question? Oui, monsieur là-bas, je crois. Je crois que vous êtes un monsieur. Mais en fait, je vois rien. Oui. Merci beaucoup pour toute votre conférence et puis pour votre animation. Les Grecs cherchaient dans le cosmos en fait l'harmonie, suivant le chaos, et toute votre conférence tendait vers ça. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas justement des compteurs pour passer l'histoire et mettre de l'harmonie? Est-ce que l'harmonie, elle n'est pas dans le récit plutôt que dans les objets observés? Bruno, vous avez un avis? C'est une très belle question. Moi, je ne pense pas, parce qu'un bon récit, comme je l'ai déjà dit, c'est un conflit, c'est une crise qui doit se résoudre. Donc, l'harmonie... Je parlais le fait de réciter, finalement. Le récit en lui-même, pas l'objet raconté. Oui. C'est vrai que chez les Grecs, on est dans un univers un petit peu cyclique et on raconte toujours la même histoire et on s'adresse à une audience qui connaît déjà l'histoire. Ce qui a complètement changé avec l'univers du roman où, au contraire, on doit surprendre le lecteur et le lecteur ne sait pas quelle est l'histoire qu'on lui raconte quand l'histoire commence et on doit le surprendre jusqu'à la fin. Donc on est dans deux mondes tout à fait différents. L'un qui est un monde... du recommencement du cycle, et dans lequel il peut y avoir beaucoup d'harmonie et de poésie. Et pourtant, les histoires que nous racontent les Grecs sont terribles de violence et de guerre. Mais pourquoi pas, effectivement. Et puis dans l'univers du roman, au contraire, on doit être surpris, on doit être questionné, on ne ressort pas d'un roman, et d'un bon roman en particulier, tel qu'on était avant qu'on commence de le lire. Alors que dans l'univers des contes, c'est l'inverse. L'univers des contes nous conforte dans ce que nous sommes. Donc, est-ce que l'univers du conte est un univers de statique et de paix, et puis l'univers du roman, un monde de crise et de chaos? Pourquoi pas? On peut aller jusque-là. Antoine? Juste un commentaire. On a peut-être donné une mauvaise image. On n'a pas dit que l'univers était un chaos. On a dit que l'univers était violent, qu'il y avait des phénomènes extrêmes et des phénomènes qui peuvent apparaître comme violents. Mais tout n'est pas un grand chaos. Non, le chaos serait une violence qu'on ne comprend pas. Oui. Par contre, par rapport à cette question du récit, je pense qu'elle est vraiment très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on ne vous parle pas de l'univers. On vous parle
du récit qu'on se construit, nous, de l'univers. Un récit qu'on construit avec des outils, un langage, mathématiques, scientifiques, etc. Et la grande faiblesse de la science aujourd'hui confrontée aux théories complotistes, c'est de prétendre qu'elle est indépendante de toute forme de récit et qu'elle est objective. Parce que notre esprit est fait de récits. Et en réalité, on est dans un récit. Georges Lemaître, qui est celui qui va découvrir le Big Bang, qui va l'expliquer à Einstein, que Einstein ne va pas le croire, il va dire que c'est abominable. Einstein, c'était le meilleur. Georges Lemaître écrit ceci, il dit « Mundus est fabula », le monde est une fable. Et il ajoute, il reprend la phrase qu'avait dit Descartes, et il ajoute que chaque génération s'efforce d'améliorer. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il sait que... Et il dit, ce qu'il appelle, lui, le Big Bang, pour lui, c'est le commencement de la multiplicité. Le commencement de la multiplicité, c'est-à-dire que c'est un monde qui a une histoire. Pourquoi ? Parce que comment il a eu l'intuition que tout avait commencé ? Parce qu'il a vu quel était le sens du récit, quelle était cette propension dont je parlais tout à l'heure, cette tendance naturelle à laquelle répond l'univers. Il augmente la multiplicité, le nombre de particules de lumière en particulier, etc. Et donc lui, il a remonté le fil à l'envers, il a dit donc au début ça a commencé comme ça, etc. Il sait qu'il est dans un récit, il sait qu'on l'améliore, et en fait on est tout le temps dans un récit avec notre vocabulaire. Il est tout à fait possible qu'on se soit trompé d'histoire. Et beaucoup de mes collègues pensent ça. 95% de l'univers fait de composantes sombres. Sur les 5% qui restent, 90%, c'est ce que j'appelais les baryons noirs, les matières blanches. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas non plus. Il vous reste 0,5%. À un moment donné, là, vous dites, j'ai la bonne histoire ou pas ? Et on est dans une histoire. Donc oui. Oui, moi je dirais oui. Alors, avant d'applaudir chaleureusement mes trois invités, j'ai quelques informations à vous donner. David Elbaz, on vous retrouve juste après à la librairie pour une dédicace et on vous retrouve dans cette même salle samedi à 13h45 pour une rencontre avec vous-même. Bruno Le Signe. J'espère que je serai là. J'espère aussi. Bruno Le Signe, on vous retrouve en dédicace samedi à 11h30. Antoine Petitot, on peut vous retrouver au stand de la mission LISA pendant toute la durée des Utopiales. Quant à moi, j'anime 2 tables rondes demain et je serai aussi en dédicace à 18h à la librairie demain. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos questions et pour votre présence. Merci à vous.